Bonjour à tous. Je pense qu'il est temps d'ouvrir cette session de ce symposium supporté par le laboratoire Horus Pharma. Je remercie toute l'équipe d'ailleurs pour l'organisation, pour nous permettre d'aborder ce programme très ambitieux. L'intérêt, c'est que vous allez aborder un ensemble de pathologies multiples et variées au niveau du globe oculaire, traitées par les membranes amniotiques notamment. Et nous allons passer d'un pôle à l'autre en 1 heure. Le timing est particulièrement serré, donc j'invite donc professeur Jean-Louis Bourges, pour cette première session sur les membranes amniotiques dans les applications cornéennes. C'est une bonne idée. Si ça avait été en rétine, j'aurais eu du mal. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce symposium. Et je vais vous parler d'un truc on utilise, ça date plus d'hier maintenant. C'est quelque chose qui est passé dans le langage courant. C'est les membranes amniotiques lyophilisées. Par contre, moi, ça fait assez longtemps que j'utilise sans suture et j'ai eu la surprise d'apprendre que en fait, j'étais assez isolé dans cette pratique. Et vous allez voir que quand même, c'est une pratique intéressante. Alors, je suis consultant ponctuel pour Horus, Centaine, Col et les laboratoires SIFI que je n'ai pas mentionnés. Voilà. Et donc, vous savez tous que les membranes amniotiques, elles sont sous 2 formes aujourd'hui. Elles sont sous forme cryopréservée, dites fraîches, entre guillemets, où elles sont donc à moins 80. Il faut les décongeler quand on les reçoit et elles se commandent à la banque de tissus de proximité. Et puis aujourd'hui, on a dans nos placards ces fameuses membranes Amtrix avec le procédé Amtrix de lyophilisation qui sont viro-inactivées et qui sont surtout disponibles pour 5 ans. Et elles se conservent à température ambiante, donc on peut les mettre dans un placard et attendre d'en avoir besoin le moment venu, aux urgences ou ailleurs, ou au bloc opératoire quand on n'a pas forcément prévu de commander une membrane amniotique cryopréservée. Ça, c'est l'usage, on va dire, pour les gens qui n'ont pas de tête comme moi de temps en temps. Mais par contre, quand on prévoit une membrane, de plus en plus aujourd'hui, j'hésite entre la cryopréservée et la lyophilisée. Et on disait tout à l'heure, avec le staff d'Horus, que c'est assez marrant dans les chiffres, puisque la cryopréservée n'a pas perdu ses parts de marché, tandis que la lyophilisée les a augmentées. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les mêmes indications, ce n'est pas tout à fait le même segment en réalité. Alors voilà comment ça se présente quand on fait sans suture. Alors c'est quand même quelque chose d'un peu fin, donc il ne faut pas que le flux laminaire de votre bloc soit trop important. Notez que c'est au bloc opératoire, ça permet d'avoir une cotation GHS. Alors ça peut être un bloc ambulatoire évidemment, ça peut être un bloc externe. Et ça permet, vous voyez, d'obtenir, là j'ai fait une petite pastille au trépan, vous séchez votre cornée qui mérite de recevoir cette membrane, et puis vous pouvez tout à fait coller sur ce qui reste d'humidité un petit patch comme ça, qui est éphémère bien sûr, qui va pas. Attention, c'est pas un inlay, c'est-à-dire que ça ne va pas s'intégrer si vous le mettez comme ça. Ça va rester en overlay. Vous mettez une membrane pour que le premier battement de paupière ne fasse pas partir votre petit overlay. Et c'est très bien comme ça. Je mets sur la lentille évidemment un antibiotique pour éviter l'infection. Je revois mon patient généralement entre 4 jours et 1 semaine. J'ôte la lentille, parfois encore la membrane, et il arrive qu'elle soit restée. Et j'obtiens des résultats qui sont très intéressants. Mais c'est bien de le dire, autant le montrer. Alors j'ai essayé pour essayer de. J'avais l'impression que c'est quand même assez intéressant. Je me suis dit, je vais reprendre sur une période de 18 mois un petit peu mes membranes amniotiques opérées de cette façon. Alors j'ai pu collecter, vous voyez, une 50aine de membranes amniotiques sur les 173 qui avaient été faits dans le service sur cette petite période. Et je vous montre ici un petit peu les indications des membranes que j'ai utilisées. J'ai surtout utilisé la membrane spongieuse. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas encore trouvé l'indication extrêmement précise de la non spongieuse. La spongieuse n'est pas tellement plus épaisse et elle contient évidemment, théoriquement en tout cas, plus de facteurs de croissance. Donc moi c'est celle que j'utilise en pratique. Dans 8% des cas c'était non programmé, donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse part à l'indication programmée. Et voilà le camembert de mes indications, si je puis dire, avec souvent des membranes amniotiques post-photocaratectomie thérapeutique. Parce que
Évidemment, on va le voir tout à l'heure, dans la réfractive, la question se pose, mais dans la thérapeutique, ce sont des cornées pathologiques. Donc là, il peut y avoir une indication à forcer la cicatrisation qui peut être de mauvaise qualité. Les dystrophies, ça vous en aurez probablement moins, mais par contre, les post-chirurgies de cornée, sur des cornées, là aussi, ou des surfaces oculaires qui sont un petit peu limites, eh bien, ça peut vraiment avoir une valeur ajoutée, et pour le patient et pour le chirurgien, une certaine sécurité. Et puis l'ulcère sur greffe, là aussi, c'est probablement pas une indication très forte chez vous. En tout cas, voilà l'efficacité, l'évolution, lorsque, sur toutes mes membranes amniotiques, sur des ulcères qu'on nécessitait de les mettre, c'est-à-dire sur des cornées pathologiques où l'épithélium n'allait pas cicatriser, eh bien, j'ai 86% en première instance d'efficacité de cicatrisation et 14% où, à l'issue de la semaine, je n'avais pas une cicatrisation avec, je vous ai noté les cas ici, 3 cornées neurotrophiques, où là on sait très bien que la cicatrisation est difficile à obtenir, et puis bon, une greffe, une kératopathie bulleuse, où là on ne s'attend pas franchement à avoir une cicatrisation, mais plutôt à soulager temporairement. Et puis des perdus de vue, 2 perdus de vue, donc je ne sais pas vous dire ce qui s'est passé. Sûrement que ça devait aller mieux, parce que quand on n'entend plus parler des gens, généralement, c'est qu'ils sont contents. Vous voyez que dans ces cas-là, eh bien, je n'ai remis de membrane amniotique une deuxième fois que dans 2 cas. Dans les autres cas, ça s'est géré avec un traitement médical et c'est rentré dans l'ordre avec un traitement médical. Et vous voyez que, alors l'évolution visuelle, ça vaut ce que ça vaut, parce que sur les cornées pathologiques, c'est pas toujours l'acuité visuelle la meilleure indication d'efficacité, mais pourtant, vous voyez que d'une façon générale, on a une évolution visuelle qui est significativement meilleure après la pose de membrane amniotique versus avant la pose de membrane amniotique. Alors, une petite revue de la littérature, parce que mon expérience personnelle, c'est bien beau, mais l'expérience des autres, c'est quand même plus valeureux. Et on voit que ces membranes lyophilisées sont posées surtout dans les défects épithéliaux, ça on s'y attend un peu, mais aussi dans les kératites infectieuses. Pourquoi ? Eh bien, l'indication, c'est de pouvoir être plus toxique avec nos antibiotiques ou nos traitements anti-infectieux qu'on ne le serait si on n'avait pas la membrane amniotique. La membrane amniotique, finalement, fait tampon sur le toxique. Ça peut être aussi, vous voyez, des greffes de cornée, des reconstructions de surface oculaire, et puis il y a un certain nombre, dans la revue de littérature, de comparaisons entre les cryopréservés et les lyophilisés. Et ça, c'est intéressant, parce que on va là aussi en reparler, mais regardez, quand on compare les deux, eh bien, on a une efficacité qui est à peu près équivalente. Or, on s'attend quand même à avoir des facteurs trophiques dans une membrane amniotique fraîche qui sont, en quantité au moins, supérieures à une membrane amniotique lyophilisée. Et c'est probablement le cas, mais en tout cas, en termes d'efficacité, ce qui est finalement le jus de paix, on demande que ça soit efficace, eh bien, il n'y a pas de différence significative. Alors, vous me direz, est-ce que c'est une question de puissance d'étude ? Oui, bien sûr, c'est une question de puissance d'étude. C'est-à-dire que si on a 300 000 personnes dans l'étude, il y aura probablement une petite différence. Mais ça ne sera pas cliniquement relevant. C'est-à-dire que ce sera une différence de, je ne sais pas, on est meilleur à une demi-journée près par rapport à une journée. Donc là, ça ne vaut pas le coup d'être relevé. Bref, voilà les indications générales. Dernière chose que je voulais dire, c'est sur, cette fois-ci, les photokératectomies réfractives. Là, on s'est dit, il y a de la douleur, il y a de la cicatrisation, donc est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer la cicatrisation pour limiter la douleur avec une membrane amniotique, finalement à moindre coût et assez facilement, comme vous l'avez vu, la chirurgie est très facile. Eh bien non, là, ce n'est pas une indication, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet antalgique et on a effectivement un effet cicatrisant légèrement plus rapide, mais tellement légèrement qu'en fait, en clinique, ça n'a absolument aucun intérêt, ça raccourcit pareil d'une demi-journée. And so what ? Là, ça ne vaut pas le coup de mettre une membrane amniotique. On va devoir conclure, Jean-Louis. Eh bien, ça tombe très bien. C'est ma conclusion. Voilà. Donc, l'indication, c'est retard de cicatrisation et puis la disponibilité, évidemment. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir de recevoir Diane Bernheim qui va nous présenter un cas clinique dans la même thématique. Donc, je remercie le laboratoire Horus de me permettre de présenter ce cas clinique. Donc, il s'agit d'un patient de 71 ans qui est arrivé aux urgences donc à 2 mois d'une chirurgie combinée phaco-vitrectomie pelage de membrane et qui se plaint d'une baisse d'acuité visuelle avec des douleurs depuis bien 12 heures, l'impression que l'œil fuit.
Il était traité encore, donc il s'automédiquait un peu avec des AINS parce que ça faisait du bien, 4 fois par jour. Et puis il frottait beaucoup ses yeux sur une blépharite et puis parce que ça coulait, quoi. Donc l'examen à lampe à fente met en évidence une perforation quand même assez importante avec une athalamie, une ulcère inférieure, comme on peut voir aussi en coupe OCT. Donc il faut savoir que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça a des vertus positives, anti-inflammatoires, antalgiques, anti-agrégants, antipyrétiques, ça inhibe la formation de prostaglandines, mais ça crée des hypoesthésies cornéennes, ça réduit la prolifération épithéliale et ça entraîne des retards de cicatrisation. Donc, Là, vous allez devenir une star, monsieur. Voilà, vous m'enverrez les photos. donc ce patient, on décide de lui faire un traitement de sa perforation par une greffe de membrane amniotique lyophilisée un petit peu en urgence. Donc comme l'a décrit Jean-Louis, voilà comment elle se présente. Il faut bien lire le sens dans lequel il va falloir mettre la membrane. Alors moi, j'ai pas ton petit trépan bien pratique, alors je me sers de la pastille rouge pour faire la découpe, qui est aussi à la taille de la cornée. Donc ça fonctionne. Et ensuite, on va se découper des petits morceaux, parce que là, il va falloir mettre une greffe en multicouche pour essayer d'apporter de la matière qui sera intégrée à la cornée et favoriser la cicatrisation. Donc là, je mets tous mes petits patchs qui ont tendance de temps en temps à coller un petit peu aux instruments. Hop, on en remet encore. Alors là, le sens, c'est moins important, hein, on le met un petit peu comme on veut. L'idée étant d'en mettre, là j'en ai mis, j'ai dû en mettre 4-5 parce que l'ouverture était quand même importante et l'ulcère aussi. Et on finit un patch recouvrant. Au vu des frottements oculaires chez ce patient, donc moi j'ai décidé de suturer le dernier patch pour protéger en gros ma petite greffe multipatch. Donc on peut suturer, on peut suturer avec différents types de fils. Moi j'utilise du Vicryl 8.0 pour ce qui est au limbe et l'idée était de faire tenir ma membrane amniotique et ses patchs. Donc après j'ai mis l'anti-pansement, la vidéo s'est arrêtée avant. Et voilà, AJ1, donc on voit que c'est extrêmement efficace. On voit les petites épaisseurs de greffe multicouche qui a traité la perforation et une chambre antérieure qui se reforme. Par contre, en fait, ça a continué à protéolyser. On voit même qu'il y a une rupture endothéliale en bas. Et puis, hélas, à 4 jours, nouvelle athalamie complète avec insuffisance de ce traitement. Alors là, j'aurais pu me poser la question d'aller faire une greffe bouchon. J'ai décidé de laisser une chance. Alors, j'ai décidé d'utiliser une membrane cryoconservée. Ce qu'on disait, il y a des indications un petit peu différentes. Et là, j'avais l'impression qu'il y a plus de tissu, plus d'épaisseur. Ça me permettait, donc là, autant la membrane amniotique cryoconservée, je la fais dans mon bloc d'IVT, autant là, j'étais au bloc opératoire pour aller libérer l'iris qui était quand même allé boucher la perforation. Donc là, on voit, ça semble quand même un petit peu plus épais, c'est cryoconservé, que la membrane lyophilisée. Et puis, de la même façon, on va se mettre une multicouche de membrane aussi cryoconservée que je suture à nouveau à la conjonctive avec une lentille pansement. Hop. Donc voilà, à 2 jours, on a l'impression quand même que c'est un petit peu plus épais. J'ai bouché ma perforation. Et puis, voilà, ça s'est arrêté de protéolyser. On a eu un gros kyste intracornéen qui a fini par fibroser. Et voilà, je suis à 3 mois de ma perforation. Donc, ça m'a permis de stabiliser mon patient. Et dans un second temps, on sera amené probablement à lui faire une greffe de cornée. Mais en tout cas, on a traité le problème aigu grâce à ces membranes amniotiques. Merci de votre attention. Merci Diane pour ce très beau cas clinique. Nous avons 2 minutes véritablement pour des questions sur cornée et membrane amniotique. Dans la salle, n'hésitez pas, hein, vous avez des micros aux 2 extrémités de la salle. Oh, je suis certain que vous avez des questions quand même, hein, parce que nous on en a toujours beaucoup sur ces techniques-là. Je pense que, alors effectivement, on utilise tous maintenant des membranes spongieuses, hein, je pense, hein, du fait de l'épaisseur. Alors c'est vrai que peut-être psychologiquement, quand ça marche pas, on a envie d'utiliser une cryo parce que c'est un petit peu plus épais, quoi. C'est simplement ça, peut-être la différence. Après, c'est vrai qu'on se dit pourquoi passer au bloc opératoire pour faire ça finalement, notamment, bon, pas aussi grave que ta perforation, mais lorsqu'on a un ulcère, comme tu l'as dit, Jean-Louis, c'est vrai que
ça pourrait tout à fait se faire en externe, mais se pose le problème de la cotation en France, tout au moins, de la membrane amniotique et du coût de la membrane amniotique. Donc on a quand même besoin d'hospitaliser les patients en ambulatoire ou en hospitalisation, en tout cas de passer par le bloc opératoire. Ça, c'est un peu dommage. Et je pense que c'est quelque chose dont on aurait besoin, en tout cas, d'une évolution en France, d'avoir une membrane qu'on puisse poser au cabinet, par exemple. Ça, ce serait une belle avancée. Puis économiquement, je pense que c'est quand même dans ces temps un petit peu compliqués, ça pourrait se justifier. Parce qu'il y a quand même 20 000 membranes qui ont été posées depuis 2019 ou maintenant quand même. Donc c'est pas rien quand même en termes de volume. Et ça a vraiment, on a doublé les indications de membrane amniotique en chirurgie cornéenne depuis l'apparition des membranes déshydratées en France. S'il n'y a pas de questions, je pense, Jean-Louis. Comme je te disais tout à l'heure, il y a un truc qu'il faudrait que je montre un jour. Alors c'est un peu casse-pied à faire, mais ça me fait penser ton cas, à un cas que j'avais eu, où j'avais mis une membrane amniotique comme ça en multicouche sur une perforation, une petite. Il faut que ce soit des petites perforations, les grosses, laisser tomber, ça marche pas. Mais une petite perforation, et j'avais introduit en chambre antérieure et que j'avais collé une membrane amniotique que j'avais posée en clapet, en fait. Et ça c'est intéressant parce que du coup ça permet de faire une espèce de lit de cicatrisation, et là on peut obtenir, mais c'est exceptionnel, faut pas penser que c'est la règle, mais on peut obtenir des fermetures de trous. Ouais, c'est intéressant. Merci Jean-Louis pour ton expérience. Allez, nous sortons de la cornée, maintenant nous attaquons la sclère avec les dernières innovations en membrane, parce que là on va parler maintenant de membrane de cordon ombilical avec le docteur Sacha Naon-Estève de Nice. Bonjour à tous, merci Monsieur Hoffard. Donc je vais vous parler un petit peu de nouveautés, puisque ça arrive depuis peu de temps dans toute la France. Nous, on a la chance de l'utiliser depuis maintenant 2019. Donc la sclère, c'est vrai que c'est le tissu qui fait la rigidité du globe oculaire, qui sert à beaucoup de choses évidemment, et dont la composition est essentiellement faite de collagène. Et c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas pour ce qui était des membranes amniotiques classiques, c'est vrai qu'elles n'avaient pas vraiment la fonction de la sclère, on ne s'en servait pas vraiment pour ça. Nous, la problématique qu'on a dans ma spécialité, donc qui est les patients qui ont des cancers, qu'on irradie en protonthérapie, c'est qu'on peut se retrouver avec des situations un peu catastrophiques pour des patients où on a proposé un traitement qui consistait quand même à conserver le globe oculaire chez ces patients, en plus de traiter leur tumeur. Et donc, on avait besoin de support pour éviter d'en arriver là, ou en tout cas de pouvoir les traiter rapidement. Donc ça a été, je vous le dis tout de suite, un échec avec le Sclarfix, parce que là, malheureusement, on n'a plus de vaisseau. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a débuté la première étude qu'on a faite chez l'homme, dès 2019, avec ici, vous voyez vraiment la choride qui faisait issue. Avant Sclarfix, donc on était un petit peu coincé donc en termes de tissu biologique ou synthétique pour ces patients, avec de la sclère autologue, mais dont on n'a pas forcément envie d'aller prélever chez le patient pour éviter de fragiliser un œil qui est déjà fragile, ou alors d'aller fragiliser un œil qui ne l'était pas. La sclère hétérologue, c'est très compliqué d'en avoir depuis plusieurs années en France, et donc après, ça peut être des autres tissus comme du tarse ou du fascia, mais dont la facilité en tout cas de pose n'est pas vraiment possible pour tout le monde si on n'a pas été formé à ça. Les matériaux synthétiques, c'est plutôt le problème de la tolérance sur le long cours. Et c'est vrai que la GMA lyophilisée au cryoconservé, elle n'était pas assez épaisse. Et donc, on a utilisé du cordon ombilical qui a en fait été prélevé un peu comme la membrane amniotique et traité selon les mêmes procédés. Avec ici, vous voyez une espèce de bande un petit peu rigide qui, en s'hydratant, devient beaucoup plus souple, et qu'on a utilisé donc dans deux études. Donc je vais vous rappeler rapidement la première étude qui avait été faite uniquement à Nice. Donc c'était sur des tumeurs, soit des nécroses radiques qui elles n'ont pas fonctionné, soit des patients qui ont opéré de tumeurs conjonctivales où on pouvait être amené à faire une sclérectomie, et donc on allait poser un patch à la place des membranes amniotiques pour venir renforcer la paroi. Ce qu'on a montré, c'est que globalement, ça ne marchait pas donc sur les patients irradiés. Par contre, sur des patients où on allait renforcer la paroi dès la chirurgie, pour des patients qui allaient possiblement avoir de la protonthérapie, ça marchait, ça s'incluait, et ça donnait des aspects à la fois esthétiques et même fonctionnels tout à fait satisfaisants. C'était globalement bien toléré, à part des signes d'irritation lors de la pose, qui était plutôt en rapport avec la chirurgie. Finalement, les patients se plaignaient peu, ça n'entraînait pas de douleur spécifiquement. Donc ça se présentait comme ça. On avait par exemple ici un carcinome conjonctival un peu pigmenté.
où on allait, pour faire une exérèse complète et optimiser les résultats en termes de traitement, faire une résection un petit peu sclérale et tout de suite poser le sclère fixe. L'avantage ici, c'est qu'on n'avait pas besoin en fait de faire une grosse exérèse conjonctivale, donc on allait pouvoir utiliser des lambeaux de glissement qu'on allait mettre par-dessus. Et on voit que déjà en 1 mois, on a un excellent résultat avec toujours la persistance de cette couche supplémentaire au niveau de la paroi. Donc à 3 mois, on voyait quasiment plus rien, et 6 mois, on ne sait même pas que le patient a été opéré. Donc c'était des bons résultats à la fois fonctionnels et esthétiques, et donc on montrait que dès qu'il n'y avait plus de vaisseau, par contre, ça ne marchait pas. Donc ensuite, on a un peu commencé à réfléchir à comment on pourrait l'utiliser différemment, et c'est vrai que, hormis l'oncologie oculaire qui est vraiment spécifique, on s'est posé la question, est-ce que ça ne pourrait pas être utile pour toutes les autres indications où on peut avoir du matériel étranger. Et donc je vous montre juste un petit cas clinique avant que Thibaut vous montre ses vidéos. On avait ici un Carleval qui était sorti de la sclère avec les pattes qui dépassaient. Donc on a mis un sclère fixe qu'on a coupé en 2. Et il y a sur une des pattes, ça s'est bien recouvert. Sur l'autre, malheureusement, le sclère fixe est un petit peu décalé parce qu'il n'avait été pas bien fixé. Et donc on a dû faire une autre chirurgie pour le recouvrir. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et dans la même thématique, Thibaut Matisse de Lyon qui va nous exposer ses cas personnels. Donc merci aux organisateurs. Comme l'a dit Sacha, nous utilisons Sclarefix depuis 2019, donc j'ai eu la chance de l'utiliser dans différentes indications. Donc je vais vous montrer globalement comment est-ce qu'on a évolué et comment est-ce qu'on a raffiné la technique chirurgicale. Donc là par exemple c'est le cas d'une patiente de 73 ans qui a un mélanome ciliaire. Ça, c'était l'image à baseline. On voit même un nodule d'extériorisation, les vaisseaux sentinelles. Elle a été irradiée et on la revoit 2 ans après. Elle a des douleurs depuis 6 mois qui sont chroniques. Et on voit effectivement ici une sclère qui est à nu avec le nodule d'extériorisation qui a quand même bien régressé, mais ici une zone de scléromalacie avec ce déficit conjonctivo-ténonien. Donc, sur une sclère qui est irradiée, on a décidé de faire une réfection de surface avec un renfort scléral par sclère fixe. Et donc voilà la technique chirurgicale que j'utilisais, qui est la technique que j'utilise encore aujourd'hui. Donc tout d'abord, on déterce un petit peu donc les zones qui sont avascularisées, fibrosées. On essaie de faire un petit peu de la place pour mettre le sclère fixe. Donc au tout début de notre expérience, on collait le sclère fixe directement sur le lit scléral qu'il fallait combler. Et on a vu que c'était une mauvaise idée, puisque la colle probablement ne permettait pas le passage de tous les facteurs de croissance. Et donc, on a eu des échecs de pose lorsqu'on l'a collé. Donc là, on arrive là, par exemple, ici sur la zone de scléromalacie. Donc, j'enlève une petite partie calcifiée là, qui est vraiment un petit peu dure, de manière à vraiment essayer de poser le sclère fixe au maximum sur une sclère qui est saine. On élargit un tout petit peu donc l'espace sous-conjonctival et sous-ténonien de manière à pouvoir mettre le sclère fixe dessous. Donc là, je vais faire une technique où je suture directement le sclère fixe sur la conjonctive. Donc voilà le sclère fixe. Donc il y a 2 faces. Ici, c'est la face où il y a la membrane basale, donc l'autre face. Et vous voyez, je vais vous montrer l'épaisseur. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus épais que une membrane, une GMA classique. Donc j'aime bien faire une petite encoche pour passer la cornée, de manière à raffiner un petit peu plus la chirurgie. Et donc je vais insérer le sclère fixe dans l'espace sous-conjonctival que j'ai donc libéré. Voilà, en la prenant délicatement. Ça reste quand même délicat. Voilà. Et je vais la recouvrir de conjonctive que je vais suturer ensuite par-dessus par 5 points conjonctivales que je fixe directement sur la membrane. Donc dans certains cas, mais vraiment des indications qui sont très limitées, je peux suturer directement sur la sclère, notamment quand il y a des zones de scléromalacie qui sont vraiment perforatives et qui sont très limitées. Je peux faire un petit patch de sclère fixe que je vais suturer directement sur la sclère, mais bon, dans la majorité des cas, je fais plutôt ce comblement. Donc on pourrait penser qu'il y a une marge d'escalier qui peut être gênante pour le patient, mais honnêtement, déjà après 3 jours, le patient n'est plus gêné par cette différence d'épaisseur. Et donc voilà le résultat. Là, on était à 1 mois, donc il y a toujours la zone en bas où il y avait l'extériorisation, mais la zone de scléromalacie, on voit qu'elle n'est plus là. Le sclère fixe est totalement intégré à cet endroit-là. Un autre cas clinique, un patient là, qui a un mélanome
conjonctival qui est assez important, et on voit ici une zone même sous-conjonctivale, un peu noirâtre, qu'il va falloir enlever, donc il va falloir faire une petite lamelle sclérale, et donc il faut faire une exérèse large qui est suivie de la protonthérapie, et on sait que la protonthérapie derrière une exérèse aussi importante, ça peut être compliqué pour le patient, et ça peut être à risque de perforation. Donc voilà les étapes chirurgicales, hein. J'ai pu retirer le mélanome en prenant les marges de sécurité vraiment que je voulais. Là, je me suis pas embêté sur la reconstruction. En général, en cancérologie, on enlève le maximum et ensuite on s'embête sur la reconstruction. Et donc là, la reconstruction était aisée, hein. J'ai pris mon Sclarfix, j'ai fait ma petite encoche cornéenne, j'ai suturé mon Sclarfix ici, et voilà le Sclarfix qui est suturé directement au niveau conjonctival et qui donnait donc à M1 un aspect qui était quasiment normal, et le patient a ensuite été irradié pour son mélanome conjonctival. Donc globalement, voilà les techniques chirurgicales. Donc j'en suis actuellement à ce niveau-là, c'est-à-dire que je fais une suture au résorbable au 7 ou 8-0 qui soit conjonctivale, le plus souvent conjonctivale, ou sclérale éventuellement selon le défect. Donc il sera semi-recouvert par la conjonctive. La membrane amniotique, je me suis toujours demandé si je la mettais vers le haut, vers le bas, selon la situation. Plutôt vers le haut à ce moment-là. Et surtout, et ça c'est vraiment une expérience que j'ai, je n'utilise plus du tout de colle, parce que les cas où on utilisait de la colle, il y avait un échec de pose. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces cas vraiment très intéressants et très innovants. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, dans l'assistance, par rapport à la membrane de cordon ombilical? Tu recouvres à moitié avec la conjonctive. La conjonctive du patient, oui. Ouais. Pourquoi pas totalement? Pourquoi pas totalement? Parce que souvent le défect est trop important, et j'ai des tractions qui sont vraiment importantes de la conjonctive. Donc j'essaye de limiter les tractions. Je recouvre quand même le Sclarfix de manière à ce qu'il ne bouge pas. Mais c'est vrai que je manque de tissu conjonctival pour pouvoir le recouvrir totalement. Si j'avais assez de conjonctive, je le recouvrirais totalement, mais c'est rarement le cas. Et est-ce que ça s'intègre ou ça reste finalement en surplus, on va dire, sur la sclère? Alors ça reste un peu en surplus, c'est plus de la ténon en fait. C'est comme si on crée une nouvelle ténon par-dessus celle qu'on a enlevée en fait, puisque souvent c'est des cas où on enlève la ténon en même temps que nos indications de tumeur. Mais c'est plus solide que de la conjonctive, et on voit qu'il y a quand même une petite épaisseur en OCT qui nous rend un peu plus confiants sur l'avenir pour ces patients. Et vous avez l'impression que ça s'amincit quand même tout le temps, que la scléromalcie va réapparaître, qu'il va falloir reprendre le patient, ou c'est réglé? Alors non, il y a deux situations moi, que je vois un peu dans ma pratique, et sans doute qu'on va publier. C'est soit en fait on arrive à vraiment recouvrir par de la conjonctive en grande partie, et en général ça s'intègre et ça reste, et là on est tranquille. Si maintenant on a vraiment un gros défect et que l'implant Sclarfix a été à l'air libre, on a l'impression qu'ils font plus souvent, et que cette néotenon sera beaucoup plus fine et potentiellement moins durable. Merci beaucoup, en tout cas c'est vraiment très innovant. Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir nos amis rétinologues. On passe au pôle opposé, mais il y a aussi de la membrane amniotique, et le professeur Jean-Baptiste Connard de Nancy. Je ne suis pas trompé, je n'ai pas dit Nantes. Si, c'est ça. Merci au laboratoire russe de leur invitation. Donc on va aborder effectivement le traitement des trous maculaires réfractaires. Alors, il y a plusieurs options thérapeutiques possibles en présence d'un trou maculaire réfractaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui est la greffe de membrane amniotique. Donc la première description a été faite par Rizzo en 2019. À l'époque, il avait utilisé une membrane cryoconservée qu'il avait placée et insérée sous la rétine. Donc la membrane lyophilisée délivrée par Horus a plusieurs avantages. Donc, comme l'a dit Jean-Louis, outre sa disponibilité immédiate, ses conditions de stockage, elle est prédécoupée et aussi plus fine, ce qui va faciliter sa manipulation. Alors la technique, elle est loin d'être standardisée. Moi, j'ai un petit peu tout essayé. Je n'ai pas encore trouvé la technique idéale. En ce qui me concerne, j'utilise des disques de 3 ou 5 mm que je colore avec du bleu pour mieux les visualiser. Alors là, c'est du 23 gauge, et en fait, j'utilise une pince 25 gauge pour faciliter l'introduction de la membrane. J'utilise systématiquement la décaline, et en fait, j'injecte à nouveau la décaline pour prendre la membrane en sandwich, la plaquer contre la rétine. C'est la technique du sandwich. Et avec une canule, avec un bout siliconé, je la déplie et je vais la positionner au-dessus du trou maculaire. Vous voyez, ça se déplie assez facilement. Alors certains le font sous air. Moi, j'avoue qu'elle avait tendance à se déplacer. Donc j'utilise du PFCL avec du BSS, et ensuite je réalise un échange fluidaire complet. Et l'important, selon moi, c'est de s'assurer qu'il n'y a plus de BSS à la fin de la chirurgie sous la membrane pour s'assurer de son adhérence. En ce qui me concerne, j'utilise un tamponnement par silicone.
On a discuté hier au CFSR avec Thibault, peut-être que je vais mettre à réutiliser du gaz, mais les fois où j'ai utilisé, j'ai eu des déplacements secondaires. Alors là, c'est le cas d'une patiente donc, qui avait un trou maculaire, vous voyez, de 500 microns, donc chez qui j'ai réalisé en première intention un volet inversé limitante interne avec un tamponnement par gaz, alors qui s'est révélé être un échec. Donc j'ai mis en place une membrane amniotique avec un tamponnement par silicone. Donc vous voyez, à 1 mois, le trou est encore ouvert. La membrane est un petit peu repliée. Je pense que si j'avais mis du gaz, elle serait partie. Et à 5 mois, le trou est fermé. On arrive à individualiser les couches internes et externes. Donc je vais retirer son huile de silicone. Voilà le résultat à 1 mois. Alors les couches externes ne sont pas encore complètement restituées, mais on est finalement qu'à 6 mois de sa chirurgie initiale. Et j'ai bon espoir que la cicatrisation se poursuive et que la vision s'améliore. Elle a quand même 3/10, donc elle est contente. Un autre cas, une patiente myope forte, adressée pour un schisis avec un trou maculaire. Bon, elle avait refusé de se faire opérer pour diverses raisons. Et 6 mois plus tard, elle revient, vous le voyez, avec un décollement du pôle postérieur. La baisse de vision s'est aggravée, elle a 1/20. Donc elle accepte de se faire opérer. En première intention, même chose, vitrectomie, volet inversé limitante interne et tamponnement par gaz. Vous en doutez, ça n'a pas marché. Bon, vous voyez, les bords du trou ne sont pas tout à fait réappliqués. Il y a encore du liquide sous-rétinien. Elle a quand même 1/10, je pense, en fixation excentrée. Donc, je propose à nouveau une membrane qu'elle accepte. Vous voyez, à 1 mois, le trou est fermé. Et petit à petit, liquide sous-rétinien s'est résorbé. J'ai prévu de lui retirer son huile de silicone. Donc pour moi, les membranes amniotiques lyophilisées c'est probablement l'une des meilleures options en présence d'un trou maculaire réfractaire. Donc chez des patients bien sélectionnés, il n'est pas question d'opérer tous les trous. Alors, il y a plusieurs questions qui restent en suspens concernant les indications. Est-ce qu'il y a de la place pour de la première intention pour les trous de très grande taille? D'autres indications, par exemple les déchirures paravasculaires postérieures. Et évidemment, concernant la technique qui reste encore à préciser. Voilà. Merci de votre attention. Merci pour ces images très impressionnantes. Et nous poursuivons avec Pierre-Raphaël de Rothschild, toujours dans la thématique du trou maculaire et membrane amniotique. Bonjour à tous. Merci au laboratoire Horus pour l'invitation. Chers confrères, j'ai un plaisir de discuter de ça avec vous aujourd'hui. Donc, je vais passer sur certaines diapos, puisque Jean-Baptiste a déjà évoqué certains points, et certaines diapos n'ont d'intérêt que qui peuvent être vues secondairement. Je vais insister vraiment sur l'essentiel. Donc d'abord, de quoi parlons-on? C'est quoi réfractaire? Réfractaire, comme l'indique le Larousse, je fais partie d'une génération qui utilisait encore le dictionnaire, ce qui me rajeunit pas, mais le Larousse dit que c'est une affection qui a résisté à un traitement. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu une première chirurgie. Alors, il y a différents cas de figure. Clairement, on ne parle pas ici, Jean-Baptiste l'a dit, on ne parle pas du trou maculaire idiopathique. 96% de taux de fermeture à la première chirurgie. Donc, probablement qu'il faut, pour ces trous classiques, faire une chirurgie standard. On parle plutôt des trous de grande taille. Grande taille, c'est combien? Il semblerait que ce soit plutôt 500 microns, d'après Steele et ses collègues. C'est vraiment à partir de 500 que le taux de fermeture va diminuer et plutôt passer en dessous de 90%. La durée, on parle de beaucoup de choses. Parfois, on m'adresse des trous maculaires en urgence, le jour même, comme si c'était un décollement de la rétine. Donc non, il n'y a pas d'urgence. Il va devenir chronique au bout de 4 mois. Mais néanmoins, il ne faut pas traîner à poser l'indication, le temps qu'ils prennent rendez-vous, qu'on fasse les examens, etc. Clairement, lorsqu'on ne fait pas de pelage de la limitante interne, ça marche moins bien. Et évidemment, les causes secondaires, traumatiques, myopie forte et décollement de rétine associés seront également des facteurs de risque de non-fermeture. Alors comme l'a dit Jean-Baptiste, est-ce qu'il faut d'emblée, pour ces cas-là, dont on sait qu'ils vont moins bien se fermer, les faire en première intention? J'avoue que pour l'instant, je ne le fais pas. Je tente une chirurgie standard dans tous les cas. Donc, la chirurgie standard, évidemment, pour moi, pour tous les trous maculaires, elle comporte le pelage de la limitante. Si on n'a pas pelé la limitante, il faudra faire une deuxième chirurgie pour la peler. Donc, autant la peler à la première chirurgie. Comme ça, vous avez fait un traitement maximal. Si ça ne marche pas, vous pouvez faire ensuite des techniques un peu plus sophistiquées. Globalement, on a 3 possibilités pour ces trous compliqués. Soit utiliser un support de migration, mettre un bouchon dans le trou, ou alors favoriser le déplacement de la rétine. Donc, évidemment, pour un support de migration, soit on utilise la limitante qui reste en périphérie, c'est difficile à faire, il faut qu'il en reste. Soit on utilise la capsule, mais souvent, le patient est soit pseudophaque, soit la capsulotomie a déjà été faite. Donc, comme l'a dit Jean-Baptiste, la membrane lyophilisée, elle est vraiment disponible, facile à manipuler. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Boucher
la rétine, c'est probablement moins bien que de la fermer. Je vais vous montrer ça. Donc, globalement, le gros des articles, hein, au début, ce que Rizzo a fait au début, il bouchait le trou. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On met finalement du matériel qui va rester dans la rétine. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Parfois, ici, on disait que c'était un trou qui était fermé. Mais vous voyez, hein, il est quand même pas très beau hein, avec tout ce matériel en plein milieu de la rétine. Vous voyez ici, ça, c'était considéré comme un trou fermé. Alors, finalement, il est ouvert, il est juste bouché. C'est sûrement pas excellent. Donc, ça, c'était tous des cas au début hein, où on bouchait le trou, on ne le fermait pas vraiment. Donc, ça posait problème. Et on a fait une classification relativement simple. Stade 0, il n'est pas fermé. Stade 1, il est fermé et bien fermé. Et stade 2, il est bouché. Ça permettait de distinguer les différents cas. Et évidemment, vous pouvez le supposer, hein, c'est lorsque la rétine, c'est les stades 1, c'est les fermetures de type 1 qui ont le meilleur pronostic. Donc vous voyez ici différents types de... donc ici, stade 0, pas de fermeture, fermeture bien, et fermeture avec plutôt du matériel qui reste interposé au sein du trou. Donc vous voyez ici un cas typique, un de mes patients, qui avec une membrane bien posée et une fermeture de type 1A, avec une acuité visuelle qui était à 7 dixièmes avec cette GMA. Donc la GMA, même si elle reste en place, elle ne gêne pas l'acuité visuelle. Donc très rapidement, on a repris toute une série de cas qu'on avait fait à l'hôpital Cochin. Et vous voyez, hein, ce qui est important, c'est ça, c'est le taux de fermeture sur les était de 80%. Et on parle de trous réfractaires. Hein. Donc 80% pour des trous réfractaires, c'est excellent. Et si on regarde, en fait, le taux de fermeture était de 93% si on considère que les GMA qui étaient en place. Donc lorsque la membrane était bien devant le trou, 93% de taux de fermeture pour des trous réfractaires. Donc c'est vraiment exceptionnel, c'est une révolution. Et c'était majoritairement des types 1. Donc je vous montre, voilà, ça c'est toute la série de patients, majoritairement des types 1, malheureusement un type 2A, qu'on ne souhaitait pas avoir mais qu'on a eu quand même, et quelques cas de non-fermeture, avec des patients qui ont parfois refusé de se refaire opérer. Donc, est-ce que ça a amélioré la fonction? Parce qu'améliorer l'anatomie, c'est bien, améliorer la fonction, c'est mieux. Et oui, on avait, malgré cette petite série et les quelques patients qui ont refusé de se faire opérer, une amélioration significative de l'acuité visuelle. Parfois, on avait quelques complications. Ce qu'on a appelé pudiquement les déplacements précoces, c'était les membranes qui n'étaient pas en place lorsqu'on arrivait à voir le patient pour la première fois. Et donc, lorsque la membrane n'était pas en place, le taux de fermeture était moins bon. Et lorsqu'on arrivait à la mettre en place, le trou se fermait. Donc il semble qu'il y a une vraie corrélation hein, entre la présence de la membrane et la fermeture. Les déplacements tardifs, ça arrivait, c'est pas forcément grave. Une fois que le trou s'est fermé, même si la membrane se déplace secondairement, le trou reste fermé. On a eu quelques cas, je vous le signale, hein, de contraction de la membrane, qu'on a du mal à s'expliquer. Voilà, c'est probablement quelque chose qu'il faut surveiller. Il n'y a pas eu de conséquences pour les patients, mais elle s'est contractée, un peu comme une membrane épirétinienne. C'est très rare, hein, mais c'est probablement à surveiller. Et donc, voilà, une raison de plus également pour réserver ces membranes aux secondes intentions et faire la chirurgie standard dès que possible. Donc, en conclusion, quand proposer une membrane lyophilisée en cas d'échec d'une première chirurgie, donc dès la deuxième chirurgie pour ma part, j'utilise les GMA prédécoupés 5 mm, plus c'est grand, mieux c'est, parfois j'en mets même 2. Et quelle technique? Alors Jean-Baptiste en a un peu discuté, moi j'ai fait un peu de silicone, de gaz, etc. Et au final, c'est une vidéo qui dure 30 secondes, je suis finalement revenu sur le tamponnement par gaz. Donc comme l'a dit Jean-Baptiste, bien colorer la membrane, ça aide. Moi aussi, hein, comme Jean-Baptiste, je la mets sous décaline. Je ne connaissais pas la technique du sandwich, mais ça me semble une très très bonne idée. Moi je viens la déposer, et en général en bimanuel, ce qui m'oblige à avoir un chandelier. Et dès que vous déposez la GMA sur la rétine, avec la deuxième main, vous la faites céder et elle colle très bien. Ensuite, on la déplisse. Et effectivement, hein, comme Jean-Baptiste l'a souligné, très important d'avoir un œil avec 0 liquide résiduel. Et donc, je colore le BSS résiduel au bleu pour être sûr qu'il n'en reste pas du tout. Et à la fin de la chirurgie, j'hésite pas à attendre, comme faisaient les anciens dans les trous maculaires, où ils attendaient 10 minutes à la fin de la chirurgie pour que le vitré périphérique se déshydrate complètement et récupérer tout le liquide et avoir un œil bien sec. Bah, probablement qu'il faut revenir à ces vieilles techniques-là, attendre 10 minutes, discuter un petit peu avec l'interne et bien vérifier qu'on enlève régulièrement le BSS. Hein. Et je l'ai expérimenté, quand on attend, effectivement, on voit le BSS qui coule de la périphérie, enfin, le vitré qui se déshydrate et la membrane se redécolle. Alors, il faut vite la réaspirer. Et à la fin, quand vous avez un œil comme ça avec ce magnifique reflet et qu'il reste 0 liquide dans l'œil, probablement que vous avez gagné. Je vous remercie. Merci Pierre-Raphaël.
on a envie de se dire, mais comment ça marche, quoi, au niveau, notamment rétinien, au niveau cornéen, c'est quand même bien expliqué, c'est une membrane basale, etc., l'épithèle repose dessus, vous la mettez sur le trou, et ça se ferme. Comment ça fonctionne? Oui, alors est-ce que ça marche vraiment avec les facteurs de croissance et tout ça? C'est pas sûr. Moi, je pense que c'est vraiment un effet mécanique. On met un échafaudage. On sait tous que les tissus ont besoin d'un échafaudage comme la PVR, les néo-vaisseaux pour repousser et se déplacer. Donc ça sert comme un échafaudage de bonne qualité. Tu l'as mis sur une nerf optique, ça a fermé une nerf optique ou pas? Alors, le professeur Bourg, je me demande si ça ferme une nerf optique. Non, mais on l'a utilisé dans des fossettes colobabateuses et ça marche très très bien. Donc ça ferme une nerf optique également. Il manquait que le glaucome aujourd'hui finalement. Donc on a encore quelques instants, n'hésitez pas à poser des questions parce que voilà, il y a toujours des questions sur le membrane amniotique. On vous amène un micro. Voilà, excellente séance, merci beaucoup. Moi je voulais savoir, vous avez la chance d'avoir les deux, la cryo donc et la lyophilisée. Comment faire la part des choses par rapport à celles qu'on doit systématiquement utiliser, que ce soit pour le segment antérieur, segment postérieur, voilà. Pour la cornée, Diane, on a parlé, je pense que tu peux nous répondre, Diane, sur ce sujet. Elle a montré les deux dans sa vidéo. L'intérêt de la membrane lyophilisée, c'est qu'on l'a tout de suite au bloc. On peut s'en servir en urgence. Comme je disais, moi, je me sers même du bloc d'IVT quand on est dans les situations d'urgence. On n'est pas obligé d'aller au bloc opératoire. Alors que la cryoconservée, il faut l'avoir commandée en avance. On a l'impression, c'est pour ça que je l'ai utilisée en deuxième intention, qu'elle est un petit peu plus épaisse. Donc là, dans mon trou qui était un petit peu large, à la limite de la greffe-bouchon, j'avais l'impression d'apporter plus de tissu. Voilà, donc je dirais que pour moi, dans l'indication dans les perforations, de temps en temps, j'y ai encore recours quand les trous sont un petit peu larges. Il faut la décongeler aussi, donc c'est un facteur à prendre en compte. Donc il faut la transporter dans de la carboglace et la décongeler. Et puis, il y a aussi peut-être une autre chose, c'est qu'elle est plus aisée à suturer quand elle est cryoconservée que quand elle est lyophilisée. Après, la lyophilisée se suture aussi. Mais c'est vrai que quand on souhaite faire un overlay que l'on suture en pleine conjonctive, ça peut être une indication encore de la cryopréservée. Pour le segment postérieur. Vas-y, je t'en prie. Pour le segment postérieur, moi, je ne reviendrai pas à la cryoconservée parce que ça fait comme du chewing-gum et c'est vraiment très difficile à manipuler et à déplier et à positionner en épirétinien. Donc, non, vraiment, ouais. Et moi, pour ma part, pour la conjonctive esclaire, j'utilise que de la lyophilisée. Je n'ai plus de cryoconservé, enfin, je n'en commande plus. Et on a que du lyophilisé, c'est beaucoup plus simple. Et quand on a l'impression que le défect est un peu plus grand, on prend un Sclarfix. Moi, j'ai déjà mis du Sclarfix sur des ptérégions, par exemple des récifs de ptérégions, où avec le tissu, l'ablation du tissu était quand même plus important qu'un ptérégion primaire. J'ai utilisé du Sclarfix. Il y a une question d'épaisseur, effectivement. Une membrane cryoconservée, ça va être 400 à 500 microns. Une myophilisée avec la couche spongieuse, on va être dans les 130 microns. Sinon, en termes de facteurs de croissance, par contre, ça c'est clair, ça a été démontré, il y a de multiples articles, publications sur le sujet. On a les mêmes concentrations, voire même des fois supérieures dans la lyophilisée. Donc c'est pas le problème de l'apport de facteurs de croissance. Des fois c'est un problème mécanique simplement pour combler un défect un peu plus profond. Mais effectivement, la membrane amniotique de cordon ombilical peut-être même a même des indications en cornée. Ça a été publié notamment sur des perforations pour apporter plus de tissu. Mais nous allons malheureusement devoir conclure. Bravo à tous, vous avez relevé le challenge parce que c'était vraiment un programme très très dense. Bravo à l'équipe de Horus pour la conception du programme. Merci à tous.